Imaginez une imposante forteresse de pierre perchée au sommet d'une colline, balayée par les vents, ses remparts se découpant sur les nuages d'orage qui s'amoncellent à l'horizon. À l'intérieur de ces murs imposants, des chevaliers en armure étincelante montent la garde, tandis que des prisonniers languissent dans de sombres cachots souterrains. La grande salle résonne des pas de centaines de soldats, et l'air empeste les corps non lavés et la saleté. C'est le château médiéval tel que nous le connaissons à travers les films, les contes de fées et les leçons d'histoire simplifiées, un lieu de romance et de brutalité, d'idéaux chevaleresques et de réalité barbare. Pourtant, cette vision familière, gravée dans notre conscience collective par d'innombrables représentations, n'a qu'un lointain rapport avec la vérité historique. Dans cette exploration, vous découvrirez pourquoi presque tout ce que vous pensez savoir sur les châteaux médiévaux est faux. Nous révélerons la vérité qui se cache derrière des idées fausses persistantes, des matériaux utilisés pour la construction à la taille des garnisons, de la fonction des cachots aux réalités quotidiennes de l'hygiène dans les châteaux. Vous apprendrez comment ces forteresses ont réellement évolué au fil des siècles, pourquoi la construction d'un seul château pouvait ruiner un royaume, et à quoi ressemblait vraiment la vie des nobles, des chevaliers et des serviteurs qui habitaient ces structures. Au fil de notre voyage à travers les preuves archéologiques, les chroniques contemporaines et les recherches historiques de pointe, vous découvrirez des révélations surprenantes sur la guerre de siège, la dévotion religieuse et l'ingénierie ingénieuse qui a rendu ces fortifications possibles. La question au cœur de notre exploration est d'une simplicité trompeuse. À quel point les vrais châteaux médiévaux étaient-ils différents de ce qu'on nous a appris? La réponse transforme notre compréhension de toute une époque. Le fossé entre la perception et la réalité, en ce qui concerne les châteaux médiévaux, est stupéfiant. Les films et les romans, contraints par le drame visuel et la simplicité narrative, ont créé une image standardisée de la vie de château qui sert des objectifs de narration plutôt que l'exactitude historique. Les leçons d'histoire simplifiées ont renforcé ces distorsions, créant un fantasme partagé si profondément ancré dans la culture populaire que la confrontation avec les archives historiques donne presque l'impression de découvrir une civilisation entièrement différente. Considérez peut-être l'idée fausse la plus fondamentale: la croyance que tous les châteaux médiévaux étaient construits en pierre. Lorsque nous imaginons des châteaux aujourd'hui, nous nous représentons invariablement des murs de pierre massifs, des donjons imposants et des fortifications de pierre imprenables dominant le paysage. Cette image domine notre compréhension si complètement que suggérer le contraire semble absurde. Pourtant, la réalité historique révèle que les premiers châteaux médiévaux étaient principalement des structures en bois, construites selon ce que les historiens appellent la conception de la motte castrale. Ces fortifications en bois se composaient d'une motte, un monticule artificiel surmonté d'un donjon ou d'une tour en bois, adjacente à une basse-cour, une enceinte fortifiée entourée de palissades en bois et de défenses en terre. Les avantages pratiques étaient convaincants et immédiats. Un château à motte pouvait être érigé en quelques semaines ou mois, comparé aux années, voire aux décennies, requises pour une construction en pierre. Pour les conquérants normands qui s'étendaient à travers l'Angleterre et les marches galloises tout au long du XIe siècle, cette capacité de construction rapide s'est avérée inestimable pour établir le contrôle sur les territoires nouvellement conquis. Chaque château en bois servait de symbole visible de la domination normande, un poste de garnison fortifié à partir duquel les forces d'occupation pouvaient intimider la population locale et réprimer la résistance. Les châteaux de pierre sont apparus progressivement à partir du XIe siècle, devenant plus courants à mesure que le contrôle normand se consolidait et que les ressources devenaient disponibles pour une construction plus permanente, mais la transition ne fut ni immédiate ni universelle. Le château d'York en est un exemple révélateur.
Après la destruction du château en bois en 1190, lors du tragique pogrom contre la communauté juive d'York, la construction du donjon en pierre, aujourd'hui connu sous le nom de Clifford's Tower, a commencé vers 1245 sous Henri III, les travaux se prolongeant jusque dans les années 1260 ou au début des années 1270, une entreprise extraordinairement coûteuse et longue qui démontre pourquoi la pierre est restée un luxe pour de nombreux bâtisseurs de châteaux. La raison pour laquelle nous associons aujourd'hui tous les châteaux à la pierre est un simple biais du survivant. Les structures en bois ont depuis longtemps pourri, succombant au feu, à la décomposition et au passage des siècles, ne laissant que leurs successeurs en pierre plus durables comme monument de la puissance médiévale. Le mythe du cachot représente une autre profonde méprise, ancrée dans une confusion linguistique. Notre imagination moderne évoque de sombres cellules souterraines où les prisonniers subissaient la torture, et en effet, le mot anglais « dungeon » est devenu synonyme d'emprisonnement souterrain. L'étymologie, cependant, raconte une histoire différente. Dungeon dérive du vieux français « dungeon » qui signifie « grande tour ». Les gens du Moyen Âge, utilisant ce terme, auraient pointé vers le haut, en direction du donjon dominant. L'emprisonnement médiéval lui-même fonctionnait de manière très différente des suppositions modernes. Les châteaux servaient rarement de lieu d'incarcération punitive. Au lieu de cela, les prisonniers fortunés capturés pendant la guerre, nobles et chevaliers dont les familles pouvaient payer des rançons, occupaient des pièces de tours sans fenêtres, mais certainement pas des cellules souterraines humides. Ces captifs de haut rang représentaient des atouts précieux, et leurs ravisseurs avaient tout intérêt à les maintenir en vie et raisonnablement à l'aise jusqu'à ce qu'une rançon puisse être négociée. L'idée que les châteaux entretenaient d'énormes garnisons permanentes représente un autre écart par rapport à la réalité. Les représentations cinématographiques montrent régulièrement des centaines de soldats gardant les murs des châteaux, mais les preuves archéologiques et documentaires brossent un tableau radicalement différent. La plupart des châteaux fonctionnaient avec des forces militaires permanentes minimales. Les châteaux anglais, bien défendus le long des frontières galloises et écossaises, abritaient rarement plus de 200 hommes, et beaucoup maintenaient des forces bien plus réduites. En temps de paix, un château modeste pouvait n'avoir en garnison qu'une douzaine de soldats, voire moins. La logique économique était inéluctable. Maintenir de grandes garnisons permanentes exigeait de payer, nourrir et loger un nombre substantiel d'hommes, une dépense qui devenait rapidement un gaspillage sans menace militaire immédiate. Les seigneurs équilibraient les exigences de sécurité et les contraintes financières, ce qui se traduisait par des tailles de garnison qui avaient parfaitement leur place dans les réalités économiques féodales. Peut-être qu'aucune idée fausse ne s'est avérée plus tenace que la croyance selon laquelle les habitants des châteaux se vautraient dans la crasse, se baignant rarement, vivant dans une saleté spectaculaire. Ce mythe est devenu si ancré dans la culture populaire que le contester semble presque hérétique. Pourtant, les preuves historiques démontrent de manière constante que l'hygiène comptait beaucoup pour les gens du Moyen Âge. Les habitants des châteaux comprenaient que l'accumulation de déchets contribuait aux maladies et créait des conditions insupportables. Des sources contemporaines révèlent des approches consciencieuses pour gérer les odeurs et maintenir des normes de propreté raisonnables. Les systèmes semblent rudimentaires selon les normes modernes, mais l'intention et l'effort étaient indéniablement présents. Cette idée fausse est peut-être la distorsion la plus préjudiciable de la vie médiévale, transformant des êtres humains complexes en caricatures d'ignorance. L'apparence visuelle des intérieurs de châteaux a subi une déformation similaire. Les visiteurs modernes qui découvrent des ruines voient des murs de pierre nus, et cette apparence grise et austère en est venue à définir notre image de l'architecture médiévale. La réalité était radicalement plus colorée. Les murs des châteaux étaient recouverts d'un enduit blanchi à la chaux qui offrait des surfaces lisses pour des décors élaborés.
Les gens du Moyen Âge adoraient la couleur. Plus elle était vive, mieux c'était, car les teintes éclatantes signalaient la richesse et le statut. Les murs flambaient de rouge, de jaune et de bleu, issus de pigments naturels. Une technique populaire consistait à peindre les murs blanchis à la chaux avec des lignes rouges représentant des blocs de maçonnerie, chaque bloc étant orné de fleurs ou d'autres motifs. Les tapisseries ajoutèrent des couches de couleurs tout en isolant les murs, en réduisant les échos et en affichant des scènes bibliques ou des armoiries. La pierre nue que nous voyons aujourd'hui témoigne de siècles de détérioration. L'enduit s'est effrité, exposant la pierre structurelle en dessous et créant une impression trompeuse. Ce que nous interprétons comme de l'austérité témoigne en réalité de l'impermanence des matériaux décoratifs. L'évolution architecturale des châteaux reflète l'évolution des exigences militaires, des capacités technologiques et des fonctions sociales. Comprendre cette progression ne révèle pas une forme statique unique, mais plutôt une tradition dynamique qui s'est adaptée continuellement à de nouveaux défis. La conception de la motte castrale représentait une approche révolutionnaire du déploiement militaire rapide. Lorsque Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre en 166, il apporta une tradition établie parfaitement adaptée à la conquête et à l'occupation. La conception de base, un monticule artificiel escarpé surmonté d'une tour en bois, adjacent à une cour fortifiée, pouvait être construite avec une rapidité remarquable en utilisant la main-d'œuvre et les matériaux locaux. Tout au long du XIe siècle, ces châteaux en bois ont proliféré à travers l'Angleterre et les marches galloises, chacun établissant le contrôle normand sur le territoire environnant. La motte offrait une position surélevée, offrant une excellente visibilité, tandis que la basse-cour renfermait un espace pour les quartiers de la garnison, les écuries, les ateliers et les entrepôts. Leur impact collectif fut transformateur. Un réseau de châteaux à motte permit à des forces d'occupation relativement réduites de maintenir le contrôle sur de vastes territoires. La transition progressive vers la fortification en pierre a commencé dès la fin du Xe siècle, mais s'est accélérée de manière significative tout au long des XIe et XIIe siècles. Plusieurs facteurs ont motivé cette évolution architecturale. La pierre offrait une résistance supérieure au feu, un avantage crucial lorsque les forces assiégeantes tentaient régulièrement de brûler les défenses en bois. La construction en pierre conférait une permanence et un prestige que les structures en bois ne pourraient jamais égaler, proclamant l'autorité durable du seigneur du château. Le processus de modernisation d'un château du bois à la pierre se déroulait généralement de manière progressive, plutôt que d'un seul coup. Les structures les plus critiques, le donjon et le châtelet d'entrée, recevant la priorité. De nombreux sites de motte castrale ont vu leurs superstructures en bois systématiquement remplacées par des tours en pierre, bien que le poids de la construction en pierre ait parfois nécessité d'importants travaux d'ingénierie pour stabiliser les monticules artificiels en dessous. La conception des tours elles-mêmes reflète l'accumulation des connaissances militaires sur plusieurs générations. Les premiers donjons en pierre présentaient des tours carrées, ce qui semblait logique et était plus facile à construire. Cependant, les défenseurs ont progressivement reconnu que les tours rondes offraient des avantages significatifs. Elles éliminaient les angles morts au coin où les attaquants pouvaient travailler sans être vus par les archers sur les murs. Leur surface courbe déviait les projectiles plus efficacement que les murs plats, et leurs propriétés structurelles répartissaient les contraintes plus uniformément dans toute la maçonnerie. À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, les tours circulaires étaient devenues des caractéristiques standards de la conception de châteaux sophistiqués, apparaissant dans les fortifications à travers l'Europe. Le château concentrique représente l'aboutissement de l'architecture défensive médiévale, émergeant principalement au cours des XIIe et XIIIe siècles comme l'approche la plus avancée de la fortification que la technologie d'avant la poudre à canon pouvait atteindre.
Plutôt que de reposer sur un seul point fort, le donjon traditionnel qui avait dominé les conceptions de châteaux antérieurs, les conceptions concentriques créaient de multiples couches de murs, chaque ligne de défense soutenant les autres dans un système intégré sophistiqué. Les attaquants qui réussissaient à percer le mur d'enceinte extérieur ne se retrouvaient pas victorieux, mais piégés dans une zone de mise à mort entre deux ensembles de fortifications, soumis à un feu de projectiles nourri de la part des défenseurs positionnés sur les murs intérieurs plus élevés, qui pouvaient faire pleuvoir sur eux flèches, carreaux d'arbalètes et projectiles avec un effet dévastateur. Cette philosophie de conception abandonnait essentiellement le concept d'un réduit central au profit d'une force défensive répartie qui rendait chaque étape d'un assaut progressivement plus difficile et coûteuse. L'évolution vers les châteaux concentriques s'est produite en partie en réponse aux techniques de siège de plus en plus sophistiquées que les attaquants développaient. À mesure que les forces assiégeantes apprenaient de meilleures méthodes pour saper les murs, percer les portes et maintenir des blocus prolongés, les défenseurs avaient besoin de fortifications plus complexes, capables de résister à un assaut soutenu et de fournir de multiples positions de repli si les défenses extérieures étaient compromises. Les plus beaux exemples d'architecture de châteaux concentriques sont issus de la conquête du pays de Galles par Édouard Ier, suite à la défaite finale des princes gallois en 1282. Déterminé à consolider le contrôle anglais sur le nord du pays de Galles et à prévenir de futurs soulèvements gallois, Édouard lança un programme de construction de châteaux extraordinairement ambitieux, qui allait créer ce que les historiens appellent l'anneau de fer, une chaîne de forteresses massives, aujourd'hui, reconnue collectivement comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et décrite comme faisant partie des plus beaux exemples d'architecture militaire de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle en Europe. Les places fortes clés de ce système, Beaumaris, Arlec, Caernarfon et Conwy, mettent en valeur le principe concentrique développé à une quasi-perfection. Leur conception est principalement attribuée à Jacques de Saint-Georges, largement considéré comme le plus grand ingénieur militaire de son époque, un maître d'œuvre dont la vision combinait les exigences défensives pratiques avec la sophistication géométrique et la grandeur architecturale. Le château de Beaumaris, en particulier, démontre ce que l'éminent historien des châteaux Arnold Taylor a appelé l'exemple le plus parfait de planification concentrique symétrique de Grande-Bretagne, avec sa disposition mathématiquement précise de multiples anneaux défensifs, créant une perfection presque abstraite. Le château de Harlech associe des murs concentriques à des tours rondes massives à chaque coin et à un imposant châtelet d'entrée à 2 tours, atteignant une symétrie presque parfaite qui équilibre l'ambition esthétique avec une fonction militaire implacable. Ces châteaux ne servaient pas seulement d'installation militaire, mais aussi de centre pour des villes fortifiées, nouvellement créées, conçues pour abriter des colons anglais qui administreraient les territoires conquis et maintiendraient une présence anglaise permanente au pays de Galles. Le coût de ce programme de construction était stupéfiant à tout point de vue. Édouard Ier a dépensé plus de 80 000 livres pour ses châteaux gallois entre 1277 et 1304, une somme qui a presque mis en faillite le trésor royal et témoigne à la fois de l'importance stratégique de ces fortifications et des énormes ressources nécessaires pour les construire. La construction d'un château représentait l'une des entreprises les plus ambitieuses que la technologie prémoderne pouvait tenter, nécessitant des ressources énormes, une coordination de la main-d'œuvre à une échelle sans précédent et un engagement soutenu de richesse sur des années. Le temps nécessaire pour construire un château variait considérablement en fonction de la taille, de la complexité, des matériaux disponibles et des ressources que le mécène pouvait mobiliser. Mais certaines généralisations émergent des archives historiques et des récits contemporains.
Une fortification en bois de type motte castrale pouvait être achevée en quelques mois dans des conditions favorables, bien que même ces structures simples nécessitaient un terrassement substantiel et une charpenterie qualifiée. Les châteaux de pierre de taille moyenne exigeaient un minimum de 5 ans de la fondation à l'achèvement, tandis que les fortifications en pierre grandes et élaborées pouvaient consommer de 10 à 20 ans ou plus de construction continue. Nous avons déjà noté que le donjon en pierre du château d'York a nécessité plus d'1 siècle pour être terminé. Un exemple extrême, mais qui illustre comment les contraintes financières, les circonstances politiques changeantes et les priorités concurrentes pouvaient prolonger la construction indéfiniment. Les preuves documentaires suggèrent que la plupart des châteaux de pierre substantielle prenaient entre 2 et 10 ans à construire, bien que cette moyenne dissimule une énorme variation en fonction de l'ambition de la conception et de la constance du financement. La main-d'œuvre était à la fois massive et organisée hiérarchiquement. Un grand château typique employait environ 3000 ouvriers à différentes étapes. La main-d'œuvre se divisait en catégories qualifiées et non qualifiées. Les ouvriers qualifiés comprenaient les tailleurs de pierre transformant les blocs bruts en éléments ajustés avec précision, les charpentiers construisant les échafaudages et les charpentes, les carriers extrayant les matériaux utilisables et les forgerons forgeant les outils. Les ouvriers non qualifiés creusaient les fondations, déplacèrent la terre, transportaient les matériaux et mélangeaient le mortier. Diriger tout cela nécessitait un maître d'œuvre combinant vision architecturale, connaissances en ingénierie et compétences en gestion de projet. Pour apprécier l'échelle, la construction d'une motte de 40 mètres de diamètre à la base et de 5 mètres de hauteur nécessitait 50 hommes travaillant 10 heures par jour pendant 42 jours, avant même que toute construction en bois ou en pierre ne commence au sommet. Les coûts méritent un examen attentif. La construction d'un château coûtait généralement entre 1000 et 30 000 livres en monnaie médiévale, avec une moyenne de 1400 à 7000 livres, soit environ 4 millions à 120 millions de dollars en équivalent contemporain. Coût des composants. Un châtelet d'entrée pouvait coûter 10 livres, une tour 300 livres. La valeur totale d'un château équivalait à environ 8000 jours de salaire pour un maçon qualifié, 22 ans de travail continu en économisant chaque sou. Pour les villes entreprenant des fortifications, le fardeau s'avérait écrasant. Une ville de taille moyenne pouvait consacrer 50% de son budget annuel total pendant 2 années consécutives. Les coûts de main-d'œuvre dominaient les dépenses, consommant environ 83% des débours totaux vers 1400. Les techniques d'ingénierie reflètent des siècles de connaissances accumulées et une ingéniosité remarquable. Les carriers apprenaient à lire les parois rocheuses, identifiant les lignes de fracture permettant une extraction efficace. Ils perçaient des trous à l'aide de coins en fer et de marteaux, frappant aux coins stratégiques pour créer des ondes de choc qui faisaient que de grandes sections se détachaient proprement. Les tailleurs de pierre ciselaient ensuite ces blocs à la main, en éléments précis, s'ajustant avec un minimum de mortier. Les matériaux provenaient des environs, pierres locales, argile, poutres de chêne, bien que parfois des matériaux spéciaux nécessitaient un transport lointain. Des chariots tirés par des chevaux transportèrent la pierre jusqu'au site, tandis que des grues actionnées par l'homme soulevaient les blocs jusqu'aux échafaudages. Ces grues fonctionnaient de manière ingénieuse, de grandes roues en bois, essentiellement des roues de hamster à taille humaine, fournissaient un avantage mécanique pour soulever des pierres de plusieurs tonnes en utilisant uniquement la force musculaire humaine. Le mortier était mélangé sur place à partir de chaux, de terre et d'eau. Les mesures utilisaient des outils simples mais efficaces, comme de longues cordes avec des nœuds à des intervalles réguliers d'1 mètre. Le projet moderne du château de Guédelon, en France, offre des perspectives fascinantes. À partir de 1998, des artisans, des ouvriers et des historiens
se sont engagés à construire un château complet du XIIIe siècle, en utilisant uniquement les outils, les techniques et les matériaux de l'époque. Le projet se poursuit aujourd'hui, et les connaissances acquises se sont avérées inestimables pour comprendre comment la construction médiévale fonctionnait réellement. Les réalités quotidiennes de la vie de château s'écartaient radicalement à la fois de la fantaisie romantique et de la caricature pessimiste, révélant un monde social complexe, équilibrant hiérarchie et intimité, confort et difficulté. Une idée fausse fondamentale veut que les châteaux aient servi de résidence permanente. La noblesse médiévale pratiquait un mode de vie mobile qui semble presque incompréhensible selon les normes modernes. Seigneurs, dames et maisonnés se déplaçaient constamment de château en château, de manoir en manoir, emportant leurs biens avec eux. Cela avait de profondes racines pratiques. Les châteaux produisaient des surplus agricoles, mais ceux-ci étaient géographiquement dispersés sur les terres d'un seigneur. En se déplaçant régulièrement, les nobles consommaient les ressources là où elles étaient produites, plutôt que de tenter un transport de denrées alimentaires en vrac, logistiquement difficile. Lors des déménagements, les serviteurs emballaient les lits, le linge de maison, les tapisseries, la vaisselle, les chandeliers, les coffres et même les plantes en pot. Le château ne servait pas de foyer permanent, mais de nœud dans un réseau à travers lequel les maisonnées aristocratiques circulaient. La population variait considérablement selon la taille et l'importance. Un grand château anglais nécessitait un minimum de 50 membres du personnel de maison, bien que les établissements importants en comptaient régulièrement de 100 à 150 entourant la famille du seigneur. Ceci comprenait une extraordinaire diversité de rôles au-delà de la garnison militaire. Cuisiniers, palefreniers, charpentiers, maçons, fauconniers, musiciens et de nombreux postes spécialisés. La hiérarchie sociale reflétait l'ordre féodal plus large, créant des rangs clairement définis et des protocoles soigneusement observés. Au sommet se tenait le seigneur, portant la responsabilité ultime de la gestion du domaine, tenant des conseils et organisant des banquets pour afficher sa richesse. La dame occupait une autorité considérable, en particulier pendant les fréquentes absences de son mari. Ses responsabilités englobaient l'ensemble des opérations domestiques: superviser les serviteurs, gérer les finances, assurer le bon fonctionnement du manoir, nourrir des centaines de personnes, porter des enfants, en particulier des héritiers mâles, et superviser l'éducation des filles de la haute société. La formation que recevaient les nobles dames les préparait spécifiquement à ce rôle exigeant. Dès l'enfance, les filles destinées à gérer de grandes maisonnées apprenaient à calculer la nourriture, le personnel et les fournitures pour des dizaines ou des centaines de personnes. Elles étudiaient le français pour la vie aristocratique quotidienne et des notions de latin pour les services religieux. La phytothérapie constituait une partie cruciale de leur éducation, car elle soignerait les blessures et les maladies en utilisant de la lavande, de la consoude, de la sauge et d'autres remèdes botaniques. La production textile exigeait la maîtrise du filage, du tissage, de la broderie et de la gestion des vêtements. La connaissance de la généalogie et de la diplomatie s'avérait essentielle pour faciliter les alliances matrimoniales et les négociations politiques. Les chevaliers occupaient le plus haut rang militaire, servant simultanément de guerriers et d'administrateurs, jouissant des plus grands privilèges et fonctionnant comme commandants de garnison. Les écuyers apprenaient les compétences militaires au château, s'entraînant à la joute, à l'escrime et à d'autres arts martiaux. La hiérarchie des serviteurs, en dessous des rangs aristocratiques et chevaleresques, formait un monde complexe. Au sommet se trouvait l'intendant ou le sénéchal, chargé des achats, de la logistique et de la gestion du personnel. Ce poste comportait une énorme responsabilité. Les intendants supervisaient les finances, percevaient les loyers, tenaient les registres, assuraient un approvisionnement adéquat, exerçaient leur autorité sur les autres serviteurs
et administraient parfois la justice. Ces postes de haut rang étaient souvent occupés par des hommes d'un certain rang, les fils de parents du seigneur ou des serviteurs de confiance. D'autres rôles spécialisés comprenaient le bouteiller gérant les boissons, le panetier s'occupant du stockage du pain et les chefs cuisiniers. Au bas de l'échelle travaillaient les femmes de chambre et les marmitons, qui faisaient face à l'emploi le plus précaire, renvoyés lorsque le seigneur voyageait. Les conditions de travail étaient exigeantes. Les journées de travail typiques s'étendaient de 5h30 du matin à 19h en été, avec des heures légèrement plus courtes en hiver. Les travailleurs bénéficiaient de peu de jours de congé et de salaires modestes. La plupart du personnel était payé à la journée, ce qui créait une insécurité constante. Le travail s'avérait physiquement épuisant. Les domestiques dormaient dans des caves ou des greniers partagés avec peu d'intimité. La plupart dormaient par terre dans de grandes salles communes. Seule la noblesse, et peut-être quelques serviteurs de haut rang, jouissaient de chambres privées. La question du confort nécessite une analyse nuancée, car les réponses dépendent fortement du rang social, de la qualité de la construction et de l'époque. Selon les normes contemporaines, même les chambres les plus luxueuses sembleraient froides, exiguës, manquant d'intimité et infestées d'odeurs et de vermine. Pourtant, dans les limites des contraintes technologiques, les bâtisseurs de châteaux et leurs habitants ont atteint des niveaux de confort surprenants. Le mythe selon lequel les châteaux étaient universellement glacials simplifie considérablement les choses. Les solutions de chauffage ont considérablement évolué. Les premières salles comportaient de grands foyers centraux ouverts, la fumée s'échappant par des évents dans le toit. Au milieu du XIIe siècle, l'innovation architecturale a introduit des cheminées murales avec des conduits dirigeant la fumée à l'extérieur plus efficacement, tout en rayonnant la chaleur plus efficacement. Ce changement apparemment simple a considérablement amélioré le confort. Les pierres chauffées entourant les cheminées conservaient la chaleur et continuaient de la rayonner après que les feux se soient éteints. Les propriétaires de châteaux bénéficiaient de cheminées dans chaque pièce régulièrement habitée, rendant les quartiers privés confortables même pendant les mois d'hiver les plus froids. Plusieurs grandes cheminées chauffaient efficacement les grandes salles, tandis que les épais murs de pierre conservaient la chaleur une fois chauffés. Les stratégies d'isolation complétaient le chauffage direct. Les tapisseries avaient une triple fonction: isoler les murs, réduire les échos acoustiques et offrir une beauté visuelle. Certains châteaux utilisaient des peaux de sanglier fixées aux murs de pierre, puis recouvertes de panneaux de bois créant des couches isolantes. Les lits à baldaquin avec rideaux exploitaient le principe selon lequel l'air chaud monte. Les rideaux piégeaient l'air plus chaud ascendant des corps des dormeurs, créant des microclimats significativement plus chauds que les chambres environnantes. Les pièces bondées de gens et de feux allumés généraient une chaleur substantielle. Ces diverses méthodes créaient des environnements étonnamment chauds, bien que loin du confort constant du chauffage moderne. Les fenêtres et l'éclairage présentaient des défis constants. Les premiers châteaux comportaient de minuscules ouvertures laissant passer un minimum de lumière, en particulier pendant les courtes journées d'hiver. Avant la généralisation du verre, les ouvertures étaient couvertes de panneaux de bois ou de parchemins tendus qui laissaient passer un peu de lumière tout en bloquant le vent et la pluie. Les meurtrières, étroites à l'extérieur, mais s'élargissant à l'intérieur, permettaient aux arbalétriers de tirer depuis des positions protégées tout en fournissant un minimum de lumière et de ventilation. Plus tard, les vitraux au plomb ont représenté une avancée significative, augmentant considérablement la lumière naturelle tout en protégeant des éléments. Malgré tout, les pièces médiévales restaient considérablement plus sombres que les structures modernes, et les habitants dépendaient fortement des bougies, des lampes à huile et des torches, des sources de lumière coûteuses que les habitants de rang inférieur utilisaient avec parcimonie. Le système des garde-robes révèle l'ingéniosité médiévale
aux côtés de l'imitation grossière. Ces installations, appelées latrines ou garde-robes, occupaient généralement de petites pièces construites dans les tours à différentes hauteurs. La conception de base était d'une simplicité élégante. Un trou dans le sol, relié à un conduit vertical transportant les déchets vers le bas pour sortir à l'extérieur des murs. Les garde-robes étaient souvent construites en saillie sur des corbeaux afin que les déchets tombent librement plutôt que de s'accumuler contre les murs. L'endroit où allaient les déchets dépendait de l'emplacement et de la conception. Certains se déversaient dans les douves, d'autres dans les rivières, d'autres encore dans des zones de la cour ou par-dessus des falaises. Le château de Douvres offre un exemple plus sophistiqué. Une fosse d'aisance à la base du mur recueillait les déchets des toilettes situées au-dessus, permettant un nettoyage périodique. Le château de Coïti, au pays de Galles, présente un agencement problématique. 3 niveaux se vidaient tous dans le même sous-sol de la cour. Les installations reflétaient la technologie du confort médiéval. Des bancs en bois recouvraient les trous des conduits avec des ouvertures rectangulaires ou en trous de serrure. Les utilisateurs employaient du foin, de l'herbe ou de la mousse comme papier toilette, des matériaux assez doux pour leur usage. Des couvercles en bois réduisaient les odeurs entre les utilisations. De petites fentes de ventilation créaient un flux d'air naturel, dissipant les odeurs, bien que les systèmes soient restés loin d'être inodores. Les défis sanitaires étaient importants. Odeurs désagréables, conditions insalubres facilitant la transmission des maladies et installations attirant les rongeurs et les insectes. L'entretien impliquait de vider les fosses annuellement ou plus fréquemment, un travail effectué par des professionnels connus sous le nom de maîtres fifi. Pourtant, malgré toutes leurs limites, les systèmes de garde-robe représentaient des efforts conscients pour gérer les déchets en minimisant la contamination de l'espace de vie. Un mythe persistant mérite d'être explicitement démystifié. L'idée que les gens du Moyen Âge ne buvaient que de l'alcool parce que l'eau n'était pas sûre. En réalité, l'eau constituait la base de la vie de château. Sa disponibilité et sa qualité étaient prioritaires avant presque toutes les autres considérations. Les puits étaient soigneusement entretenus, les sources protégées, les sources d'eau surveillées. Bien que l'eau contaminée présente des dangers, les gens du Moyen Âge pouvaient distinguer les sources propres des sources polluées. La bière et l'âle étaient consommées régulièrement, mais comme des boissons nutritives et des intoxicants légers, pas comme des substituts à l'eau. Le vin, une importation coûteuse en Europe du Nord, signalait un statut d'élite, mais ne remplaçait pas l'eau. La grande salle se trouvait au cœur physique et social de la vie de château. Une vaste pièce centrale, dont les dimensions impressionnantes et la décoration élaborée proclamaient le pouvoir du seigneur. Ces salles présentaient de hauts plafonds, parfois voûtés, créant des espaces combinant fonctions pratiques et drame architectural. Les décorations murales comprenaient des armes disposées en motifs décoratifs, des tentures élaborées représentant des scènes bibliques ou des armoiries, des peintures murales montrant des scènes de chasse ou des exploits martiaux, et des blasons proclamant la lignée familiale. Une grande cheminée fournissait de la chaleur, tandis que de longues tables avec des bancs accueillaient la population du château. Le seigneur et la dame occupaient une estrade surélevée à une extrémité, la table d'honneur, positionnée pour éviter au maximum les courants d'air et offrir une visibilité maximale de la salle. Pourtant, la grande salle remplissait bien plus de fonctions que son nom ne le suggère. Si les festins représentaient peut-être son but le plus cérémoniel, la salle accueillait régulièrement des conseils pour les décisions importantes, des divertissements allant des performances musicales au conte, et servait de dortoir pour les soldats du commun et le personnel de rang inférieur qui s'y installait pour la nuit, à moins que leur nombre n'exige des tentes extérieures. Ce caractère polyvalent reflète les réalités pratiques médiévales, où les espaces devaient nécessairement servir à de multiples fonctions. Les habitudes alimentaires quotidiennes différaient considérablement des habitudes modernes. Le petit déjeuner était frugal.
généralement juste du pain et du vin, laissant les habitants véritablement affamés lorsque le repas principal arrivait. Ce repas principal avait lieu entre 10 heures du matin et midi, ce qui en faisait en fait un très grand brunch. Le souper venait plus tard, dans l'après-midi, un repas plus simple concluant la journée. Les aliments servis reflétaient à la fois les réalités agricoles et les hiérarchies sociales. Les plats courants comprenaient des viandes rôties, des tourtes salées, du pain, du fromage, des fruits de saison. Les légumes apparaissaient régulièrement, les pois et les haricots constituant des aliments de base aux côtés des légumes racines, comme les carottes et les panais, des légumes feuilles comme le chou et les épinards, et d'autres produits comme les betteraves, les poireaux, les citrouilles, le cresson. La table aristocratique présentait des mets exotiques, signalant la richesse. Les fruits de mer offraient une variété prestigieuse. L'esturgeon et la baleine étaient tous deux classés comme poissons royaux, soumis à des réglementations spéciales, tandis que les écrevisses, les anguilles, les huîtres et le marsouin démontraient l'accès aux ressources maritimes et au commerce à longue distance. Les épices et les vins importés marquaient les différences entre la nourriture commune et la table aristocratique. La valeur d'exposition des ingrédients rares importait autant que le goût. Servir des aliments exotiques annonçait que l'on commandait des ressources s'étendant à travers les royaumes. Les grands festins comprenaient 3 plats distincts ou plus, tandis que les banquets formels, marquant des occasions majeures, pouvaient s'étendre à 7 ou 8 plats avec plusieurs mets par étape. De tels événements mettaient à l'épreuve l'organisation de la cuisine et démontraient la générosité du seigneur. Les coutumes à table utilisaient des couteaux, des cuillères et les mains. Les fourchettes sont restées rares jusqu'à bien plus tard. Des tranchoirs faits de pain rassis servaient d'assiettes comestibles absorbant les jus. Les opérations de cuisine nécessitaient une organisation sophistiquée pour produire les quantités et les variétés demandées. Les premières cuisines étaient positionnées près des grandes salles pour plus de commodité, mais le risque d'incendie a provoqué une évolution architecturale ultérieure. À la fin du Moyen Âge, de nombreux châteaux disposaient de bâtiments de cuisine séparés ou d'ailes reliées aux salles principales par des arcades couvertes protégeant les serveurs tout en isolant la chaleur et le danger d'incendie. Le chef cuisinier supervisait les opérations avec une autorité comparable à celle d'autres serviteurs de haut rang. L'équipement comprenait des foyers ouverts pour rôtir, des chaudrons en fer suspendus au-dessus des feux pour les ragoûts et les bouillons, et des fours en pierre pour la cuisson. Le christianisme dominait la vie européenne médiévale avec une intensité difficile à saisir pour les sociétés modernes laïques. L'Église catholique détenait le monopole de la pratique religieuse. Chrétien signifiait catholique à cette époque. L'observance religieuse structurait la vie quotidienne de toutes les classes sociales, bien que la nature et la fréquence de la participation variaient selon le rang et le sexe. Les chapelles des châteaux répondaient aux exigences religieuses du seigneur et de sa suite, tout en servant parfois de lieu de sépulture. Tous les châteaux ne possédaient pas une structure de chapelle séparée. La construction de chapelles appropriées nécessitait des dépenses substantielles, ce qui en faisait une marque de prestige. Dans les établissements plus modestes, une pièce secondaire équipée d'un autel suffisait. Là où des chapelles dédiées existaient, elles présentaient les plus beaux éléments architecturaux. Des plafonds voûtés attirant le regard vers le haut, des vitraux transformant la lumière du soleil en couleur de joyaux et des murs peints représentant des scènes bibliques et des saints. Cette riche décoration servait un double objectif: élever les esprits vers la contemplation divine tout en démontrant la richesse et la piété. La pratique religieuse quotidienne exigeait un temps considérable. Les gens, en particulier les femmes, assistaient aux offices 3 à 5 fois par jour. Bien que chaque session ne nécessite pas de se rendre dans un bâtiment d'église, les chapelles de château,
et les chambres privées avec hôtel permettaient l'observance à l'intérieur des murs de la fortification. Au minimum, des services hebdomadaires, la confession et des actes de contrition étaient attendus. Les nobles commençaient et terminaient chaque journée par la prière, s'agenouillant devant de petits autels dans leurs chambres privées. Avant de vaquer à leurs occupations quotidiennes, les maisonnés se rassemblaient dans les chapelles pour la messe du matin, créant des expériences religieuses communautaires qui renforçaient à la fois la dévotion spirituelle et la hiérarchie sociale. De nombreux châteaux entretenaient des aumôniers résidents qui célébraient la messe quotidienne. Le son quotidien des cloches marquant les heures de prière et le rythme des observances religieuses donnaient une structure à la vie de château qui transcendait la simple mesure du temps. Au cœur de la pratique religieuse médiévale se trouvait la messe. Pendant la messe, le prêtre offrait le pain et le vin, et par la transsubstantiation, on croyait que ces éléments devenaient littéralement, et non symboliquement, le corps et le sang du Christ. Cette transformation miraculeuse faisait de chaque messe un événement spirituel profond, une occasion de participer directement au mystère divin. À partir du XIe siècle, les sièges ont été plus nombreux que les batailles rangées en tant que forme de conflit dominante, et du XIIe au XVe siècle, la capacité à remporter des sièges déterminait souvent l'issue de guerres entières. Cette réalité stratégique a fondamentalement façonné la conception des châteaux et la culture militaire médiévale. La plupart des guerres se résolvaient par une série de sièges, plutôt que par des confrontations spectaculaires en rases campagnes qui occupent une attention disproportionnée dans l'imagination populaire. Les caractéristiques défensives des châteaux ont évolué en réponse aux défis des sièges. Les meurtrières permettaient aux archers et aux arbalétriers de tirer depuis des positions protégées tout en exposant une surface de cible minimale. Les poternes, de petites portes dissimulées, permettaient aux défenseurs de lancer des sorties surprises. Les ponts-levis pouvaient être relevés pour empêcher l'accès, tandis que les herses fournissaient des barrières supplémentaires qui pouvaient être abaissées pour piéger les attaquants dans des zones de mise à mort. Les barbacanes, des ouvrages fortifiés protégeant les portes principales, forçaient les attaquants à pénétrer plusieurs couches défensives. Les douves remplissaient de multiples fonctions défensives. Elles augmentaient la hauteur effective des murs que les attaquants devaient escalader, rendaient le travail de sape pratiquement impossible en inondant les tunnels approchant des murs et créaient des barrières physiques supplémentaires que les engins de siège avaient du mal à franchir. Les courtines dépassaient souvent 1,80 m d'épaisseur et leur sommet comportait des chemins de ronde internes permettant aux défenseurs de se déplacer en toute sécurité tout en déversant de l'huile bouillante et du goudron sur les attaquants. Le positionnement des châteaux sur des hauteurs ou au sommet de mottes artificielles offrait une excellente observation, tout en obligeant les attaquants à prendre d'assaut des approches escarpées. Les défenseurs employaient diverses armes, archers et arbalétriers tirant à travers les fentes, catapultes lançant des rochers sur les engins de siège, huile bouillante, bûches enflammées, pieux et pierres pleuvant sur les attaquants. Les trébuchets, l'artillerie suprême du Moyen Âge, servaient à la fois à des fins offensives et défensives et dominaient la guerre de siège. Les tactiques de siège offensives ont évolué pour devenir des systèmes sophistiqués, combinant ingénierie, patience et brutalité. Le minage représentait l'une des méthodes les plus efficaces pour percer les murs. Des mineurs spécialisés creusaient des tunnels sous les fondations des murs, créant des galeries horizontales s'étendant dans de grandes cavités directement sous les fortifications. Ces chambres souterraines étaient étayées par des étais en bois, empêchant temporairement l'effondrement. Une fois la taille suffisante atteinte, les mineurs remplissaient les cavités de combustible, bois, paille, graisse animale, puis mettaient le feu au contenu avant de se retirer. Lorsque les supports en bois brûlaient, les murs au-dessus s'effondraient dans les vides, créant des brèches que les troupes d'assaut exploitaient.
Cette technique s'est avérée si efficace que les défenseurs ont développé la contre-mine, creusant leurs propres tunnels pour intercepter les mineurs ennemis, créant des batailles souterraines, menées dans une obscurité claustrophobe où l'acoustique aidait à localiser les travaux de creusement ennemis. Les engins de siège fournissaient des éléments visuels spectaculaires. Les engins de jet de pierre, appelés pierriers, mangonneaux et trébuchets, bombardaient les murs, les portes et les structures intérieures avec des projectiles causant la mort, des blessures, des dommages structurels et un traumatisme psychologique. Les plus grands trébuchets pouvaient lancer des pierres pesant plusieurs centaines de livres avec un effet dévastateur. De hautes tours de siège permettaient aux attaquants de tirer vers le bas dans les cours depuis des positions surélevées, annulant partiellement l'avantage de hauteur défensif. Des structures protégées appelées chattes ou truies, essentiellement des cabanes sur roues recouvertes de peaux d'animaux humidifiés résistantes au feu, protégeaient les mineurs et les ouvriers s'approchant des murs. Le bombardement servait à de multiples fins au-delà des dommages structurels. Les impacts constants de projectiles terrorisaient les défenseurs, perturbaient le sommeil et les activités normales, causaient des pertes aléatoires, érodant le moral, et affichaient les ressources des assiégeants. Lorsque l'assaut direct s'avérait trop coûteux et le minage impossible, les assiégeants recouraient au blocus et à la famine. Cette tactique exigeait de la patience et des forces substantielles pour encercler complètement les châteaux, empêchant quiconque ou quoi que ce soit d'entrer ou de sortir. À mesure que les réserves de nourriture des défenseurs diminuaient et que les maladies se propageaient dans des conditions exiguës et de plus en plus insalubres, les garnisons faisaient de face au choix de la reddition ou d'une mort lente. Certains blocus duraient des mois ou des années. La guerre psychologique accompagnait les opérations physiques. L'exécution publique et la mutilation de prisonniers capturés à la vue des murs visaient à terroriser les défenseurs. L'exhibition des membres de la garnison capturés, en particulier les officiers de haut rang, démoralisait ceux qui résistaient. Pendant le siège de Rouen de 1418 à 1419, les forces anglaises ont jeté des animaux morts dans les puits de la ville, tentant d'empoisonner les réserves d'eau, une tactique brutale qui illustrait les méthodes impitoyables employées par l'armée assiégeante d'Henri V. Les catapultes lançaient parfois du fumier et des cadavres par-dessus les murs spécifiquement pour contaminer les réserves de nourriture et favoriser les épidémies. Le siège du château de Douvres, en 1216, en fournit un exemple concret. Pendant la première guerre des barons, suite à l'acceptation forcée de la Magna Carta par le roi Jean en mai 1215, les barons rebelles offrirent la couronne d'Angleterre au prince Louis le Lion de France. Louis traversa la Manche, fut proclamé roi à la cathédrale Saint-Paul et entreprit de consolider son contrôle. Le château de Douvres, commandant la traversée la plus courte de la Manche, représentait ce que les contemporains appelaient la clé de l'Angleterre. Hubert de Burgh tenait le château pour le roi Jean, avec une garnison de 140 chevaliers plus des soldats. Le siège commença sérieusement le 22 juillet 1216. Les forces de Louis bombardèrent le châtelet d'entrée avec des pierriers et des mangonneaux lanceurs de pierres, tandis que les arbalétriers tiraient depuis de hautes tours de siège. Les mineurs français réussirent à saper la palissade de la Barbacane, et les attaquants prirent la défense extérieure. Les mineurs creusèrent ensuite un tunnel sous le châtelet d'entrée principal à 2 tours. Lorsqu'ils firent exploser les charges, la tour s'effondra. Les troupes françaises lancèrent l'assaut à travers la brèche, s'attendant à submerger les défenseurs stupéfaits. Au lieu de cela, ils trouvèrent que la garnison avait érigé une barrière d'urgence de rochers, de poutres transversales en bois et de poteaux de chêne bloquant la brèche et créant une nouvelle ligne de défense. Incapables de pénétrer cette fortification improvisée et subissant des pertes croissantes,
le siège français finit par échouer. Lorsque le roi Jean mourut de dysenterie à Newark dans la nuit du 18 au 19 octobre 1216, son fils de 9 ans fut couronné roi Henri III, et la crise constitutionnelle à l'origine de la rébellion s'évapora de fait. Le traité de Lambeth, signé le 11 septembre 1217, mit officiellement fin au conflit. Ce siège démontre comment des défenseurs déterminés employant des tactiques improvisées pouvaient contrecarrer même des forces assiégeantes bien équipées. Les définitions académiques décrivent les châteaux comme des résidences fortifiées privées, capturant leur double nature tout en sous-estimant peut-être leurs fonctions symboliques et administratives. Dès leur création, les châteaux combinaient la défense et la résidence d'une manière qui les distinguait des fortifications purement militaires ou des manoirs non fortifiés. Pourtant, les châteaux servaient à des fins au-delà de ces fonctions primaires, fonctionnant comme des symboles de pouvoir, des centres administratifs, des pôles économiques et des ancrages sociaux affirmant les hiérarchies féodales. Le placement stratégique était fondamental. Ces fortifications contrôlaient les territoires environnants à la fois par leur présence militaire et leur domination visuelle. Construits sur des sommets de collines commandant des vues sur des kilomètres, ou positionnés près de rivières contrôlant les gués et le transport fluvial, ou gardant les cols de vallée à travers les montagnes, les châteaux projetaient leur pouvoir à travers les paysages. Leur visibilité rappelait aux populations environnantes l'autorité de leur seigneur, tout en fournissant une observation pratique des menaces approchantes. Le facteur d'intimidation ne doit pas être sous-estimé. Un château s'élevant au-dessus d'un territoire nouvellement conquis annonçait aux populations assujetties que la résistance s'avérerait futile. Les fonctions des châteaux ont évolué en suivant la consolidation du contrôle politique. Les premiers châteaux dans les territoires nouvellement conquis fonctionnaient principalement comme des installations militaires, abritant des garnisons pour réprimer la rébellion et projeter la force dans les régions contestées. À mesure que le contrôle se stabilisait au fil des générations, ces structures ont assumé des rôles de plus en plus variés. Elles abritaient des nobles, des chevaliers et du personnel administratif gouvernant les territoires. Elles affirmaient les positions sociales au sein des systèmes féodaux, la possession et l'occupation d'un château marquant sa place dans la hiérarchie du pouvoir. Elles servaient de tribunaux où la justice était administrée, de prisons où des captifs de haut rang attendaient leur rançon, de trésoreries où la richesse était stockée, d'arsenaux où les armes s'accumulaient, et de scènes où le pouvoir était affiché par des festins, des divertissements et des occasions cérémonielles. Un mythe persistant veut que les chevaliers possédaient les châteaux. La réalité s'avère plus complexe. La plupart des châteaux étaient à la propriété de la couronne, appartenant au monarque et confiés à des châtelains royaux. Ces châtelains servaient d'officiers militaires et d'administrateurs, des postes exigeant loyauté et compétence, mais pas nécessairement une naissance noble. Pour les hommes ambitieux d'origine commune, la nomination comme châtelain représentait une voie vers la proéminence, le prestige et la richesse autrement inaccessibles. L'exigence d'un permis de créneler démontre davantage le contrôle royal. Guillaume le Conquérant établit le principe que toute propriété en Angleterre appartenait en fin de compte à la couronne. Construire un château, ou plus précisément, fortifier une résidence en y ajoutant des créneaux, nécessitait une approbation royale formelle. Ces permis étaient accordés avec parcimonie, car les rois reconnaissaient que la construction incontrôlée de châteaux pouvait menacer l'autorité royale. Les intérieurs des châteaux fonctionnaient comme des scènes pour afficher la richesse et renforcer le statut. Des couleurs murales vives, de riches tapisseries, des meubles sculptés, des présentations de festins élaborés, des divertissements musicaux, tous ces éléments proclamaient le pouvoir et la sophistication du seigneur aux invités, vassaux et rivaux. Les alliances matrimoniales étaient négociées dans les chambres des châteaux, unissant les familles et consolidant les possessions foncières. La justice était administrée dans les salles des châteaux,
les seigneurs exerçant une autorité légale sur leur territoire. Pourtant, alors même que les châteaux atteignaient leur apogée en tant que symbole du pouvoir féodal et de la sophistication architecturale, des forces étaient déjà à l'œuvre qui les rendraient obsolètes en tant que fortifications militaires. La fin du Moyen Âge a été témoin de changements révolutionnaires dans la technologie militaire qui allaient finalement transformer entièrement le rôle des châteaux. L'artillerie à poudre, se développant progressivement tout au long du XIVe siècle et atteignant une efficacité dévastatrice au XVe, a créé des défis que l'architecture défensive médiévale ne pouvait pas surmonter. Les canons et les bombardes ont eu raison des hauts et épais murs qui avaient protégé les châteaux pendant des siècles. Le problème fondamental était simple. Les murs conçus pour résister aux béliers, aux catapultes et aux minages s'effondraient sous un bombardement de canons soutenus. Les caractéristiques mêmes qui rendaient les châteaux efficaces aux époques antérieures, la hauteur augmentant la portée et la visibilité des défenseurs, l'épaisseur résistant aux minages et aux impacts de projectiles, sont devenus des handicaps face à l'artillerie à poudre. Les hauts murs offraient d'excellentes cibles, et l'épaisseur importait peu lorsque les boulets de canon pouvaient pulvériser la maçonnerie avec des impacts répétés. Des châteaux qui avaient résisté à des sièges pendant des mois tombaient soudainement en quelques jours ou semaines une fois que les assiégeants déployaient une artillerie adéquate. Les exemples historiques démontrent cette transformation de manière spectaculaire. Le château de Bamberg, auparavant considéré comme imprenable et ayant résisté à de nombreux sièges médiévaux, fut pris par le feu des bombardes en 1464 pendant la guerre des Deux Roses. De manière encore plus spectaculaire, Constantinople, capitale de l'Empire byzantin et peut-être la ville la plus lourdement fortifiée de la chrétienté, protégée par des triples murs qui avaient tenu contre d'innombrables attaques pendant un millénaire, tomba aux mains des forces ottomanes en 1453, en grande partie à cause des bombardes surdimensionnées employées par les troupes de Mehmed II. Ces armes massives, parmi les plus grands canons jamais construits, ont ouvert des brèches dans des murs que l'on croyait invincibles. Pourtant, les châteaux n'ont pas simplement disparu du jour au lendemain. Au lieu de cela, une transformation architecturale a commencé, adaptant la conception des fortifications à la technologie de la poudre à canon. Les murs et les tours sont devenus plus bas et plus larges, réduisant la visibilité en tant que cible tout en fournissant des plateformes pour l'artillerie défensive. Dans les années 1480, les ingénieurs italiens avaient développé le bastion d'angle, une projection pentagonale offrant des champs de tir croisés et formant la base de la conception des fortifications pendant des siècles. Ces fortifications bastionnées présentaient des murs bas et inclinés, conçus pour absorber et dévier les boulets de canon. Vers 1500, les fortifications en étoile, avec des angles géométriquement précis, avaient largement remplacé les fières citadelles verticales de la période médiévale. La révolution militaire plus large s'est étendue au-delà de l'architecture. Les chevaliers, l'élite de la cavalerie en armure qui avait dominé la guerre médiévale, ont perdu leur suprématie au profit des artilleurs et de l'infanterie armée d'armes à feu. Les compétences qui nécessitaient toute une vie pour être maîtrisées, l'équitation, la technique de la lance, l'art de l'épée, sont devenues de plus en plus inutiles à mesure que les armes à feu permettaient aux soldats du commun de tuer des chevaliers entraînés à distance avec une formation minimale. Les souverains ont centralisé le pouvoir en entretenant de coûteuses fonderies de canons et des trains d'artillerie que seules les ressources royales pouvaient supporter, sapant l'indépendance militaire des nobles féodaux. Vers 1500, la poudre à canon avait transformé les armées, les systèmes de fortification et les structures politiques de l'Europe, marquant la fin de l'ordre militaire médiéval. De nombreux châteaux furent abandonnés en tant qu'installations militaires. Certains furent convertis en résidences confortables
avec de grandes fenêtres remplaçant les meurtrières. D'autres continuèrent à servir de centres administratifs, remplissant des fonctions gouvernementales, même si leur rôle militaire disparaissait. D'autres encore se sont simplement dégradés, devenant des ruines pittoresques qui inspireraient plus tard les poètes et les artistes romantiques. Notre exploration a révélé à quel point la réalité des châteaux médiévaux diverge radicalement des idées fausses populaires. Les châteaux de l'histoire n'étaient pas universellement construits en pierre, mais ont commencé comme des fortifications en bois, érigées avec une rapidité remarquable. Ils n'étaient pas constamment occupés par des centaines d'hommes, mais fonctionnaient avec des garnisons étonnamment modestes, équilibrant la sécurité et les contraintes économiques. Ce n'étaient pas des lieux sales où les gens se vautraient dans la misère, mais des structures où les habitants géraient consciemment les déchets et créaient des conditions étonnamment confortables pour les classes privilégiées. Ils ne fonctionnaient pas seulement comme des forteresses militaires, mais comme des complexes résidentiels, des centres administratifs, des symboles de pouvoir et des scènes de rituels sociaux. Leurs intérieurs flambèrent de couleurs plutôt que d'afficher une pierre grise et austère. Ces corrections remodèlent fondamentalement notre conception de la vie médiévale. Pourtant, les châteaux médiévaux offrent plus que des faits corrigés. Ils fournissent des aperçus profonds de la nature humaine à travers le temps. Derrière ces murs de pierre massifs vivaient de vraies personnes, éprouvant toute la gamme des émotions et des luttes humaines. La noble dame gérant une maisonnée de centaines de personnes, le chevalier s'entraînant pour un combat qu'il ne connaîtrait peut-être jamais, le serviteur travaillant 14 heures par jour pour un salaire précaire, le maçon façonnant la pierre avec des outils à main, tous ces individus menaient des vies aussi complexes et significatives que les nôtres, contraints par des limitations différentes, mais animés par des pulsions humaines reconnaissables. Ils enduraient l'inconfort tout en cherchant la chaleur, travaillaient sous des hiérarchies qui offraient certaines opportunités tout en opprimant d'autres, trouvaient un sens dans une dévotion religieuse qui façonnait chaque aspect de la vie quotidienne et affrontaient la mortalité par la maladie, la guerre et les simples dangers de l'existence prémoderne. Ces structures témoignent de l'ingéniosité humaine opérant dans des contraintes technologiques sévères. Sans machines modernes ni outils motorisés, les bâtisseurs médiévaux ont créé des fortifications d'une sophistication et d'une durabilité remarquables qui inspirent encore l'émerveillement des siècles plus tard. Les principes développés par les ingénieurs médiévaux restent étonnamment pertinents. La défense en profondeur, les champs de tir croisés, l'intimidation psychologique par une architecture imposante, ces concepts continuent de façonner la pensée contemporaine en matière de sécurité. L'équilibre entre les exigences défensives et le confort résidentiel que les bâtisseurs de châteaux s'efforçaient d'atteindre résonne avec les préoccupations modernes concernant la sécurité par rapport à l'accessibilité. La manière dont les seigneurs médiévaux utilisaient les châteaux comme symbole d'autorité trouve des échos dans l'architecture contemporaine du pouvoir. Les châteaux médiévaux servent de fenêtres sur la société féodale, éclairant la manière dont l'autorité politique était établie et maintenue avant les bureaucraties étatiques modernes, révélant des systèmes économiques basés sur l'extraction des surplus agricoles et la loyauté personnelle plutôt que sur les échanges marchands. La valeur de la recherche archéologique et archivistique devient claire à travers cette enquête. Chaque fouille révise potentiellement notre compréhension, chaque document découvert éclaire des aspects auparavant obscurs. Le domaine des études castrales continue d'évoluer à mesure que de nouvelles preuves émergent et que les chercheurs appliquent de nouvelles approches analytiques à des matériaux familiers. Ce que nous savons aujourd'hui dépasse ce que les historiens savaient il y a une génération, et les découvertes futures remettront sans aucun doute en question les interprétations actuelles. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la réalité derrière les mythes des châteaux médiévaux. J'espère que ce voyage a remis en question vos suppositions
sur le monde médiéval et à révéler la vérité complexe sous les récits simplifiés. Les châteaux qui parsèment le paysage européen sont des monuments non seulement à l'ingénierie militaire, mais aussi à l'ambition humaine, à l'ingéniosité et à la tension constante entre les idéaux et les contraintes pratiques. Si vous avez apprécié de découvrir la vérité derrière ces mythes tenaces, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui apprécient la vérité historique plutôt que la fiction romantique. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes approfondies sur des sujets historiques où la compréhension populaire diverge de la réalité documentée. Laissez un commentaire partageant ce qui vous a le plus surpris sur la vie de château médiéval. Était-ce les couleurs intérieures vives, la taille modeste des garnisons, les approches sophistiquées de l'assainissement, ou peut-être autre chose? Votre participation aide ces enquêtes historiques à atteindre un public qui valorise l'exactitude et la complexité plutôt que les stéréotypes simplifiés. D'ici la prochaine fois, continuez à remettre en question ce que vous pensez savoir sur l'histoire.